Salut à vous les amis de la terreur et du suspense. Alors attention spoiler, vous êtes sur le deuxième épisode d'Apocalypse City, donc si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à suivre le lien qui va se trouver je ne sais exactement où, pour ne pas vous cacher le plaisir et commencer par le début. Et sachez qu'Apocalypse City sera disponible en version livre au mois de septembre 2026 sur Amazon, à la suite de mon roman Macabre Concerto qui lui sortira normalement en été 2026. Sinon, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, après avoir détruit la ville Bunker et échappé à la noyade de justesse, notre ami Benjamin Emerson n'est pas au bout de ses surprises. Dans ce deuxième épisode d'Apocalypse City, on va découvrir une étrange corporation et s'apercevoir que les apparences sont trompeuses. L'intrigue va commencer à se nouer et c'est là que le bordel commence dans la tête de Benjamin Emerson. Je vous souhaite une bonne évasion. Au tréfonds d'une brèche dans laquelle j'étais descendu, j'ai découvert une ville souterraine. Une véritable cité occultée des yeux du monde. Eden City n'est plus qu'un mauvais souvenir. Au fond de moi, quelque chose m'a poussé à le faire. Je devais détruire cette ville. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je devais le faire. Merde! 2 hommes viennent. J'ai sûrement été détecté par les hélicos. À moins que les 2 hommes ne soient là pour autre chose. Nous sommes une organisation secrète au service de la sécurité civile. Hors la loi, nous agissons pour le bien commun. Les outils dont nous disposons sont à la pointe de la technologie, et même au-delà. Ma jambe droite me fait souffrir. Je tente de me relever pour échapper aux 2 hommes qui s'approchent. L'un d'entre eux sort un revolver de dessous un pan de sa veste de costard noir. Je n'ai pas le temps de réagir. Il me tire dessus et me touche à l'abdomen. Je me sens tout à coup complètement groggy. Les 2 hommes me saisissent par les aisselles et m'emmènent. Un rideau tombe sur ma conscience. Comment vous appelez-vous ? Je n'ai pas envie de répondre, mais j'éprouve un besoin irrépressible de parler. Les mots coulent de ma bouche. Je m'appelle Benjamin. Benjamin Emerson. Les contours d'un homme de haute stature en blouse blanche nagent dans le flou au-dessus de moi. Je suis allongé. Quelques instants plus tôt, une pression sur l'avant-bras m'a tiré de ma léthargie. Ma langue est pâteuse, ma tête comprimée. Tout me revient. Les Appalaches, la ville souterraine, ma bombe artisanale, les 2 Men in Black. J'ai été capturé. Votre lieu de naissance ? L'envie de bondir du lit pour m'enfuir m'effleure, mais je me sens encore trop faible. Je marmonne. Au Canada, à Montréal. Et là, je réalise que nous parlons français. La date ? 26 septembre 1981. Emerson, c'est le nom de votre père ? Oui, mon père était ingénieur, originaire de Liverpool. Il s'est installé à Montréal pour son travail. Il y est resté après avoir rencontré ma mère. Après leur mort, je suis resté dans les environs de Montréal. Très bien. Êtes-vous marié, des enfants, monsieur Emerson ? Divorcé. Elle s'appelle Françoise. Nous avons 2 ados, Lisa et Ribeline. Elles m'ont quitté il y a 3 mois. Cela vous affecte-t-il ? Bien sûr. Parfait. C'est tout pour le moment. Je me rembrunis. Parfait. Il se fout de moi ou quoi ? Je questionne. Mais où suis-je ? Qui êtes-vous ? L'homme se tient près de la porte, la main sur la poignée. Je pourrais tenter une ruade vers la sortie, mais mes forces ne sont pas revenues et ce type ne doit pas être seul dans le bâtiment. Je vais vous faire porter à manger, puis j'éclairerai votre lanterne, monsieur Emerson. Après le repas, je remets pied à terre. La chambre est vide. Le plafond est bas. Pour toute décoration, des machines inutilisées sont entassées dans un coin. Une fenêtre grillagée perce le mur devant moi. Elle donne à ras d'une pelouse. Plus loin, je distingue des hautes herbes. La porte de la chambre s'ouvre et l'homme entre. Je sais que vous êtes inquiet, c'est pourquoi je vais vous rassurer. Dit-il d'emblée. Vous êtes de retour dans vos quartiers. Vous n'avez rien à craindre de moi ni des gens que vous rencontrerez très bientôt. Désirez-vous un café ? Je suis agacé. Je voudrais qu'on m'explique. Le visage de l'homme se fend d'un sourire amical. Environ 35 ans. Son crâne est aussi lisse qu'une boule de cristal. Son œil brun se veut rassurant. Il s'assoit sur le bord du lit, je reste debout, dos à la fenêtre.
Très bien. Vous m'affirmiez tout à l'heure que vous vous nommez Benjamin Emerson et que vous êtes né à Montréal. Oui, je m'en souviens, oui. Il hésite, puis se lance. Eh bien, sachez que ce n'est pas le cas. Comment ça? Il cherche ses mots un instant, sa main gauche gratte nerveusement le bouc noir qui garnit son menton. Après une ample inspiration, il lâche. Vous ne vous appelez pas Benjamin Emerson, mais Daniel Giraudot. Vous n'êtes pas né au Canada, mais en Belgique. Vous n'avez ni femme ni enfant. C'est une blague. Vous me confondez avec un autre. Je comprends vos doutes. Au fait, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Thomas Poker. Ce nom ne vous évoque rien? Je cherche vaguement avant de répondre. Absolument rien. Parfait. Parfait. Commence à m'agacer, Si vous voulez bien me suivre, dit-il en se levant. j'ai quelque chose à vous montrer. Nous sortons de la chambre. Les murs du couloir sont beiges. En faction de part et d'autre de la porte, 2 hommes nous prennent sous escorte. Je reconnais les Men in Black qui m'ont neutralisé au pied des Appalaches. Je m'adresse à l'homme chauve, ce Thomas Poker, qui presse le pas devant moi. Mais si vous ne m'êtes pas hostile, pourquoi l'un de ces messieurs m'a tiré dessus? Il ne se retourne pas pour répondre. Ce n'était qu'une fléchette anesthésiante, monsieur Giraudot. Une mesure de sécurité. Vous allez comprendre. L'homme ouvre une porte à double battant et nous pénétrons dans une grande salle de projection, Vous pouvez nous laisser. dit Poker à l'intention des 2 molosses en costard. Je me nomme Daniel Giraudot, je suis né à Namur en Belgique, je suis l'agent A1807 et je me porte volontaire pour une expérience mise au point par le professeur Poker. Après l'expérience, je me nommerai Benjamin Emerson et je serai né à Montréal. Je serai père de famille, séparé de sa femme et ses enfants. Si tout fonctionne comme prévu, je serai à même de mener à bien une mission à l'insu de moi-même. La bouche semi-ouverte, je reste muet. Mes yeux écarquillés fixent l'écran sur lequel défile le document vidéo. Pourrait-il s'agir d'une image de synthèse? Tout est possible aujourd'hui. Mais ça, j'ai pas envie de comprendre. Thomas Poker met le film en pause. La pièce est ample et ovale. Une baie vitrée s'étire comme un sourire sur sa moitié. Il clique sur la télécommande et les stores s'ouvrent en silence. Vous commencez à comprendre? Me demande Poker. Je comprends que je viens de voir un film dans lequel je prétends être quelqu'un d'autre. Allez, c'est un sosie. Un document en image de synthèse. Je vous laisserai le soin de visionner l'entièreté de la vidéo à tête reposée. Je dois vous l'avouer, je ne pensais pas que l'expérience aboutirait à un tel succès. Vous êtes littéralement devenu quelqu'un d'autre. Sans que ça n'affecte vos capacités et vos acquis, c'est formidable. C'est une première mondiale. Mais je n'ai pas envie de faire la une des journaux. Rassurez-vous, ce ne sera pas le cas. Ici, on ne tient pas à faire savoir qu'on existe. Je ferai donc partie de ce « on » que vous évoquez? Tout à fait. Vous et moi avions prévu la vidéo car nous savions que si ça marchait, il serait difficile de vous persuader. Cette idée me fait froid dans le dos. Je suis contre ce genre d'expérience. Non. Vous pensez que vous êtes contre. Mais en réalité, c'est vous-même qui vous êtes porté volontaire. Je secoue la tête. Toute la portée de la révélation me frappe par les ramifications de ses conséquences. Et si tout ça est vrai, je n'ai donc aucun moyen de savoir la vérité. À cet instant, non. Mais c'est là que le point fort de l'expérience se trouve. Contrairement au traditionnel lavage de cerveau utilisé en secret par les grandes puissances et l'armée, la mémoire ici n'est pas effacée. Ici, les connexions d'origine peuvent être rétablies. Vous voulez dire que je peux redevenir ce que j'étais avant l'expérience? Thomas Poker fait une moue qui se veut rassurante. C'est le but. Bien entendu, nous n'avons pas encore essayé. Je soupèse les informations sur la balance de mon entendement. Ce qui signifie que je ne garderai aucun souvenir de ces dernières semaines? A priori, non. Et c'est une bonne chose, car le fruit de l'expérience consiste à effacer toute trace de nos activités. Et en quoi consistent ces activités? Ce serait une perte de temps de vous expliquer, Répond Thomas Poker. puisque ce soir même vous récupérerez vos souvenirs. Sachez simplement que ce « on » que j'évoquais s'appelle Apocalypse City, et que c'est votre confrérie. J'imagine que vous devez être pour moi une personne de confiance pour que je vous confie ainsi ma vie. Vous aurez tout le loisir de vous en rendre compte après ce soir, mon cher Daniel. Mon esprit fourmille d'informations contradictoires. Pourtant, quelque chose me dit que je peux faire confiance à cet homme. Dans la vidéo, je parle d'une mission à l'insu de moi-même. J'ai peur de comprendre. Je crois que vous avez compris. Ma visite dans les Appalaches, mes motivations, mon passé, Oui, tout ça a été programmé par nos soins. Votre mission consistait à... faire sauter la ville bunker. Tout à fait. Aux côtés de Thomas Poker, je foule la pelouse que j'avais vue par la fenêtre de la chambre. Le temps est doux. Nous traversons le parc qui entoure le bâtiment et qui semble sans fin. Au loin, j'aperçois un étang. Des joncs. Quelques canards s'ébattent bruyamment sur l'eau. À part mon hôte, je n'ai encore vu personne. Je questionne. C'est un coin tranquille. Il n'y a que vous ici? À part les 2 types qui nous suivent. L'homme sourit sans me regarder. La situation est surréaliste. Moi qui te connais si bien, tu me vois comme un étranger alors que
Dans quelques heures, les liens auront été rétablis. Nous travaillons ensemble depuis longtemps, toi et moi. En plus de 5 gardiens, nous sommes 3 à vivre et travailler ici, dont toi. Mais bien entendu, nous avons des ramifications dans le monde entier. Apocalypse City, c'est plus de 70 personnes spécialisées dans un domaine respectif. Tu fais partie du noyau, repérage et intervention. On pourrait y ajouter expérimentation. Comme vous dites, c'est surréaliste. Je m'étonne de pas être encore parti en courant. Ça aussi, ça fait partie du programme. Disons plutôt du sous-programme. Mais tu comprendras par toi-même quand tu seras redevenu toi-même. Le bâtiment où j'ai repris connaissance est loin derrière nous. Bâtisse moderne, blanche, à 3 niveaux, munie de balcons arrondis, entourée d'arbres, des bouleaux. D'ici, ça ressemble à une pièce montée ou à un vaisseau mère d'une flotte extraterrestre. Thomas Poker m'invite à le suivre dans un tunnel discret qui s'enfonce sous l'étang. Il écarte les roseaux qui masquent l'entrée, nous pénétrons dans le goulot. Un peu plus loin, une porte coulissante s'ouvre grâce à l'empreinte rétinienne de mon hôte. Des inscriptions scintillent en rouge sur un petit écran à droite de la porte. Je n'ai pas le temps de les lire. Nous entrons dans une pièce circulaire. Au centre, un caisson en verre teinté. Une jeune femme en blouse blanche s'affaire devant un tableau de contrôle où clignotent des dizaines de diodes vertes et rouges. La moitié de la pièce est mangée par un arsenal qui ronronne discrètement. Je te présente Dahlia Dolam. C'est la 3e personne dont je te parlais. Elle a rejoint l'équipe depuis peu. Je crois que vous ne vous connaissez pas encore. Enchantée, Dahlia Dolam, programmatrice. J'ai eu vent de vos exploits et j'admire votre courage, monsieur Giraudot. Merci, mais techniquement, je suis encore Benjamin Emerson. C'est à lui que l'on doit la réussite de la mission, même si nous ne faisons qu'un. Dahlia Dolam agite la tête, un sourire en coin. Hâte de rencontrer Daniel Giraudot, alors. Je remplace Alan Newbeck qui a conçu la machine avec Thomas. J'apprends. Une main sur mon épaule, le professeur Poker m'entraîne vers la caisse de verre. Il me présente l'invention, la cage à souvenirs. Un caisson assez haut pour y pénétrer debout. J'y entre à la suite du professeur. La jeune femme reste près de l'ouverture. L'intérieur ressemble à un cabinet de dentiste. Le siège inclinable, la lampe arrondie accrochée à un bras articulé. Mais pas de fraises ni de crachoirs, aucune odeur de girofle. Mais d'où me vient ce référent du cabinet de dentiste et son odeur ? Est-ce aussi programmé ? Ou ce souvenir provient-il de mon véritable vécu ? Un détail éveille ma curiosité. Je me renseigne, même si tout sera effacé par la suite. Mademoiselle Dolam parlait d'un certain Alan. Oui, c'était mon formateur. Un brave type. Le pauvre, il... Très bien, Dahlia. Coupe le professeur Poker. Vous pouvez gagner le tableau de contrôle. La séance commencera dans quelques minutes. Très bien. La jeune femme s'éloigne, Alan est mort. déplore Thomas Poker. C'est triste, je l'aimais bien. Toi aussi d'ailleurs, et c'était réciproque. Voilà une mauvaise nouvelle que je vais devoir affronter quand je serai de retour en moi-même. Alan m'avait aidé à mettre ce petit bijou au point. Mais que lui est-il arrivé ? Un accident, renversé par un camion. Je sais pas comment je vais encaisser le coup. J'espère que la perspective de cette mauvaise nouvelle ne t'ôte pas l'envie de redevenir toi-même. Pas le moins du monde. On commence quand vous voulez, je suis prêt. Sans sourciller, j'ai accepté de boire une dose d'un liquide fluorescent. Sans plus de résistance, je me suis laissé injecter le contenu d'une seringue dans le bras par le professeur. À présent, je suis allongé sur le siège inclinable, ma tête reliée à des fils. La séance débute. Couleurs, lumière, odeur, son, image, chaud, froid, sensation, trou noir. 2 jours plus tard, sur la terrasse du rez-de-chaussée, le vent tiède frétille dans le feuillage aérien des bouleaux. Et dans nos cheveux. Enfin, les miens et ceux de Dahlia Dolam. Pour Thomas, la sensation doit être tout autre. Mis à part une sorte d'ivresse diffuse, je me sens parfaitement bien dans la peau de Daniel Giraudot. Santé. Thomas lève son verre, je fais de même. La programmatrice Dahlia nous imite. À la réussite du projet. Les restes du dîner jonchent la table noire en bois laqué où se reflète un quartier de lune. Je suis ravi que tout a fonctionné. Mon ami est décidément un génie. Mon seul regret réside dans la faille laissée par les 20 jours qu'aura duré la mission aux Appalaches. Mais il faut bien l'avouer, je n'en souffre aucunement. Au contraire, la perspective de la prochaine mission me réjouit. Le nouveau bunker cible se situe en pleine mer Jaune, au large des côtes de la Corée du Nord. Il ne reste que des détails à planifier. Nous discutons du profil psychologique de ma prochaine identité. Sans doute un plongeur amateur, A priori, nous devrions attendre au moins 1 mois avant de renouveler la séance de conditionnement, avance Thomas. pour éviter tout risque de confusion mentale. On peut pas attendre plus d'1 semaine.
D'après nos informations, il va y avoir une courte trêve de surveillance autour et dans la ville bunker dans 16 jours. Puis les effectifs vont doubler, de nouveaux dispositifs de sécurité vont être installés. De plus, notre correspondant est déjà sur place. Je pense que ça peut être dangereux. Je suis pas tout bib, mais zapper d'un personnage à l'autre comme ça, c'est un quoi devenir schizo. Un moment propice pour investir le bunker se présentera une autre fois. Thomas prend un ton condescendant. Ma chère Dahlia, vous êtes très compétente dans votre domaine, mais concernant l'organisation des missions et la logistique, Daniel et moi sommes les plus habilités, sans vouloir vous vexer. Oui, bien sûr. J'allais ajouter quelque chose, mais les mots se prennent les pieds dans les replis de mes pensées. Je bloque. Je scrute le visage de Dahlia. Il me paraît étranger et pourtant si familier. Lèvres fines, nez légèrement busqué, les yeux gris-bleu. Je ne la connais pas, non. Mais au fond de moi, perce l'impression lointaine de l'avoir déjà vue auparavant. J'imagine que tu dois être épuisé, mon brave Daniel. On va regagner nos appartements, tu as besoin de beaucoup de repos. Je sors de ma torpeur, je souffle. Ouais, je vais aller me coucher. Bien qu'épuisé, je tourne dans le lit depuis plus d'1 heure. Je suis perturbé. Un malaise s'est installé en moi. Je cogite et toujours mes pensées butent contre un mur, comme prisonnière d'une tour étroite. C'est bien ça, je me sens à l'étroit dans mon esprit. Je manque d'air. Je ne sens plus mes racines. Je distingue mal mes repères. Mon état est sans doute lié à l'excès de vin durant le repas. J'entame un travail sur moi-même afin de me rassurer. Je finis par m'endormir. Je sors de la douche, mon appartement me fait l'effet inverse de Dahlia de l'âme. Il m'est familier mais vaguement inconnu. Toutefois, je vais mieux qu'hier soir. J'ai du pain sur la planche, peaufiner la tactique de la prochaine excursion, définir mon personnage, préparer les sous-programmes, un café et je rejoins le labo sous l'étang. Au milieu des énormes serveurs qui bourdonnent, je discute du projet avec Thomas. Il est assis face à un écran et tape des lignes de code sur le clavier tactile. Apocalypse City, c'est son idée. La plupart des idées viennent de lui. Le financement des opérations aussi. Tout est parti d'un principe simple. Privés de leurs abris, ceux qui détiennent la force de frappe nucléaire hésiteront à s'en servir. 2 secondes. Attends, Bien que de moindre corpulence, je suis les bras. La tête, c'est Thomas. Il ne fait pas toujours preuve d'humilité, mais j'admire son travail et je partage ses principes. Il se lève, enlève ses lunettes, Greffe électromagnétique. dit-il en tapotant sur le boîtier métallique d'un serveur. J'ai mis ce système au point pour qu'aucun détecteur de mensonges ni interrogatoire ne parvienne à soutirer la moindre information sur nos missions. On sait maintenant que ça fonctionne dans les 2 sens et que c'est indolore. C'est un coup de génie. Je déplore. Mais je risque de jamais revenir, tant mentalement que physiquement. Les types à qui on s'attaque ne sont pas des enfants de cœur. Est-ce que tu sais comment je suis sorti de la forteresse des Appalaches ? Nous t'avons récupéré au point de chute, comme prévu, puis rapatrié par voie sous-marine. Tout s'est donc déroulé selon le sous-programme. Thomas tourne un bouton. Tout à fait. La mission en mer Jaune sera d'autant plus facile, grâce à la trêve momentanée de surveillance. Elle sera aussi de plus courte durée, 10 jours. Tu seras un touriste, passionné de plongée. Tes accessoires sont en cours de prépa, tu te fourniras sur place tout ce que tu ne peux pas embarquer dans l'avion. Voici les papiers, avec le nom que tu as choisi, Loïc Fredonnec, c'est d'un banal déconcertant. Né à Pouquelec sur Chaumoac, en Bretagne. Ton père est né à Nantes, ta mère à Rivouac. Ils se sont rencontrés au bal annuel des commerçants à Rivauchon-la-Belette. Bref, le scénario que j'ai écrit et qu'on va me greffer dans le crâne. Voilà, c'est tout ce qu'on saura de toi si tu te fais attraper. Le plan des lieux sera intégré dans le sous-programme. Si bien que comme à l'intérieur de la forteresse des Appalaches, tu avanceras à l'instinct, sachant exactement où tu vas, mais sans le savoir. Les Appalaches. Des ecchymoses, des douleurs et des sifflements d'oreilles me font douter que tout soit parfaitement déroulé. Je questionne. Admettons que je sois retardé à l'intérieur du bunker ou que je me fasse tuer. Qui vous en informera ? Il semble gêné par ma question. Eh bien, la puce. Répond-il. La puce ? Je cherche dans mes souvenirs ce qu'est censé m'évoquer ce mot. Rien. Je reformule ma question. Quelle puce ? Y en a-t-il une sur moi ? Sur moi aussi, sur Dahlia et tous les membres du cartel. Sous la plante du pied droit, une puce semi-organique indétectable. Les yeux plissés, je me gratte le menton. J'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit par rapport à certains trous dans mon passé. Je suis pas complètement convaincu du succès des reconnexions synaptiques. C'est comme s'il manquait des bribes. Pourquoi ai-je oublié l'existence de cette puce, par exemple ? Effectivement, c'est étrange que tu ne t'en souviennes pas. Mais la mémoire est un processus vivant, ça va sûrement revenir avec le temps. Ouais, mais dans 16 jours, on remet ça. Il est possible que tout revienne à la prochaine réactivation. Je vais me pencher avec Dahlia sur les données de ta carte mémoire, Daniel Giraudot.
Logiquement, son contenu est intact. Toutes tes connaissances, tes souvenirs, en somme l'entièreté de ta personnalité, ont bien été enregistrés dessus. Tes souvenirs perdus devraient ressurgir rapidement. Je fais confiance à Thomas. Je sais qu'en plus d'être le numéro 1 du cartel et un savant extraordinaire, il est un ami loyal. Je me rends à la salle d'entraînement et j'enchaîne mes exercices quotidiens. Course à pied, natation, boxe thaï, et aussi un conditionnement au réflexe de la plongée dédié à ma prochaine mission. J'ai l'impression de ne pas être au mieux de ma forme. Je m'essouffle vite. Quelques sorties en ville m'ont fait le plus grand bien. Renouer avec la société m'aide à renforcer les repères que j'avais occultés depuis la dernière mission. Je rencontre des gens, je crée des liens. Cependant, même en étant Daniel Giraudot, je me trouve dans l'obligation de cacher mes activités. Je n'ai pas d'amis, ma famille n'est qu'un lointain souvenir au relent tragique. C'est peut-être volontairement que ma mémoire se dérobe. Mon métier officiel, c'est agent d'analyse, dans la fabrique de produits pharmaceutiques Vitalife. Voilà tout ce qu'on doit savoir de moi. Le quartier général de la Pieuvre, Apocalypse City, se situe à Mornon-Beu, près de Paris. Mais je dispose d'un appartement et d'une adresse officielle dans la capitale. L'usine pharmaceutique sert de couverture à notre district. Elle me fournit les fiches de paye en qualité d'analyste. Les agents enrôlés sur le projet Apocalypse City sont triés sur le volet et possèdent une couverture de la même nature. Inutile de dire que la moindre fuite ruinerait des années d'efforts et de recherche. La réussite du projet, décourager les conflits nucléaires, repose sur la confiance entre les différentes cellules. Nous sommes une organisation secrète au service de la sécurité civile. Nos méthodes seraient qualifiées de terroristes, mais nous agissons pour le bien commun. Nos opérations se déroulent sans effusion de sang. Nous y veillons. J'ai voulu devenir un soldat de ce combat parce que j'ai la conviction que quiconque à sa manière peut agir pour le bien commun. Le monde est aux mains d'horribles menteurs dont les richesses baignent dans le sang. Ils sont peu inquiétés, rarement inculpés, jamais condamnés. Nos actions ne sont qu'épines dans leur croupe bien bordée. À la tête de l'organisation, il y a donc Thomas Poker, biochimiste fortuné, physicien diplômé, psychologue couronné et idéaliste méthodique, officiellement directeur général de Vitalife. Il rêve d'une humanité moins dangereuse. 5 jours plus tard. Demain soir, l'opération Dôme de la mer Jaune sera lancée. L'existence inventée de Loïc Fredonec sera greffée à mes synapses via le convecteur électromagnétique. Je vais être reprogrammé pour aller faire du tourisme et de la plongée en Corée du Nord. Obtenir un visa est une chose, échapper à l'encadrement d'un gouvernement nombriliste en est une autre. Je sors de l'entraînement, il est 15h. Il me reste 3 heures de temps libre. Je roule jusqu'à la sortie de Mornon-Beu en direction de Paris et je stoppe devant le salon de thé où j'ai rendez-vous avec Dalia Delame. Je m'installe dans la petite salle de la Croissanterie d'Or et je commande un café et un pain au chocolat. Le monde défile devant la vitrine, comme un film qu'on ne reverra plus. Je suis un tantinet rêveur, un trait de mon caractère que j'ai l'impression de découvrir. Je rêvasse devant ce film de la vie réelle, lorsque l'une des figurantes me fait un signe. Ah, c'est Dalia Delame. Elle entre et me rejoint à table. Je ne l'ai quasiment pas croisée ces derniers jours. Thomas la tient à l'écart de moi en lui confiant des tâches qui l'éloignent du QG. Elle accroche son sac à main sur le dossier de la chaise et s'assied. Ni belle ni laide, je la trouve sympathique. Elle prend un café. Les conversations des tables voisines sont couvertes par un nuage de musique. Radio Nostalgie, Santana, Samba Patti. Cet instrumental me rappelle quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Alors, prêt à changer de peau une nouvelle fois? Je souris. C'est pour la bonne cause. Elle souffle sur son café. La moitié de son visage disparaît derrière la tasse qu'elle porte à ses fines lèvres. Je vous trouve très courageux. Vous pouvez me tutoyer, on se connaît depuis... Vous sauriez me le rappeler? Eh bien, depuis une semaine. Je secoue la tête. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de vous avoir toujours connu. Elle rit. Elle semble flattée comme si je venais de la complimenter. Elle croit que je lui fais du gringue. Le professeur Poker m'a beaucoup parlé de vous pendant que vous étiez en mission. Vous ressemblez tout à fait à ce que j'imaginais. Je sais pas si c'est un compliment, mais ça fait plaisir. Bon, on va laisser de côté le tutoiement pour le moment. Je m'oublie un instant dans le fondant de mon pain au chocolat imbibé de café. Son sourire s'estompe. Vous savez, je n'ai pas eu le temps de m'attacher à Alan. J'ai été muté au QG de Mornon-Beu il y a 15 jours. 3 jours avant sa mort. Comme s'il avait senti sa fin approcher, il a sauvegardé son savoir sur une carte mémoire.
Thomas m'a inoculé le contenu de cette carte. C'est grâce à ça que je suis à même d'utiliser tout l'arsenal relié à la cage. Je déguste mon goûter en opinant du chef de manière affirmative. Je ne sais pas si vous réalisez toute la portée de cette invention. Un client de la table voisine regarde vers nous. Je marmonne. Restez discrète. Bref, ce que je veux dire, c'est que le professeur Poker me donne l'impression de ne pas connaître sa machine aussi bien que moi. Je déglutis avant de reprendre le fil. Attendez. Vous me disiez quoi juste avant Qui est Alan? Bah, le précédent programmateur. Celui que vous avez toujours connu. Il était sourd-muet. Alan Newbeck. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais je ne connais pas d'Alan Newbeck, encore moins sourd-muet. La nouvelle semble l'ébranler. C'est impossible. Le professeur Poker m'a laissé entendre que vous vous connaissiez de longue date. D'ailleurs, la carte portant son nom se trouve au labo. Il est probable que votre reconnexion synaptique n'ait fonctionné que partiellement. Traitez-moi de gâteux, ça fait plaisir. Je me suis permise de consulter le programme Daniel Giraudot. J'ai constaté des failles. Je veux dire, des paramètres manquants. Cette intrusion dans ma carte mémoire m'occasionne une certaine gêne. Mais je lui confie mon inquiétude. J'avoue que le retour de mes souvenirs m'a, disons, légèrement troublé. Il subsiste des zones d'ombre. Thomas pense que la prochaine séance devrait réguler tout ça. Je lui fais confiance. Mais au fait, comment un sourd-muet vous a-t-il légué son savoir en seulement 3 jours, si j'ai bien suivi? Je vous le disais, cette invention ouvre des perspectives incroyables. Comme vous, j'ai fait l'expérience de la cage à souvenirs. Sauf que chez moi, on n'a rien effacé, on a ajouté. Alan avait converti son savoir. Il est maintenant dans ma tête. Une personne malveillante pourrait faire un usage monstrueux d'une telle trouvaille. La portée est immense. Ne vous emballez pas, on n'est pas prêt de partager cette invention avec qui que ce soit. Elle termine son café d'un trait puis se lève. Faut que je file. Encore une dernière paperasse à régler avant votre départ pour Pyongyang. À ce soir pour la séance. J'ai un ami breton à vous présenter, Loïc Fredonnec. Je la regarde s'éloigner dans un rire discret. Possible qu'elle soit une espionne. Elle est totalement consciente du poids des informations qu'elle détient. Thomas ne m'a pas mentionné la séance de greffe électromagnétique sur Dahlia. Simple oubli? Ou aurait-il un intérêt quelconque à me cacher ça? « 17h50, je pénètre sous l'étang. Maritine ouvre la porte du labo. L'écran sur le boîtier clignote. Très bien, entre donc. Me lance Thomas sur un ton enjoué. Bientôt, un simple plouc sorti de Bretagne éliminera une forteresse de la démence humaine. Je m'approche, son haleine empeste l'alcool. T'es bourré? Disons que je me suis un petit peu laissé aller à mon enthousiasme. Mais ça change rien au programme. Tout est prévu pour assurer ta discrétion. Le profil de ton Loïc Fredonnec est dans la bécane. On attend Mademoiselle Delame et on y va. Demain, tu te réveilleras dans une chambre d'hôtel. Tu prendras le vol jusqu'à Pyongyang. Le sous-programme te guidera jusqu'à la ville sous-marine. Nichée sous un îlot en forme de dôme, elle est indécelable au sonar. Une fois en mer jaune, tu te laisseras guider par ton instinct. Les premières choses dans la capitale coréenne consisteront à te faire passer pour touriste parfait. Tu ne disposeras que d'une journée pour neutraliser le dôme. Nous te ferons récupérer au point de chute prévu. Je connais le plan, mais à propos de Dahlia, pourquoi ne m'avoir pas dit que tu avais expérimenté la cage à souvenirs sur elle? Thomas marque une courte pause avant de répondre. Ça m'a pas paru utile. Son prédécesseur... Alan. Il paraît étonné de m'entendre prononcer ce nom. Oui, c'est ça, Alan a laissé une carte mémoire. Transcrit en données informatiques, tout ce qu'il savait sur le fonctionnement de notre système est devenu transmissible via la cage. Dahlia a été sélectionné pour emmagasiner le contenu. Alan est mort et nous avions besoin de quelqu'un pour le remplacer. Il a fait ça pour la cause, pour que ça ne s'arrête pas après sa disparition. Eh ben sache que je n'ai aucun souvenir de cet Alan. Ça reviendra à ton retour de Corée, fais-moi confiance. Ce sera le second essai. Et s'il n'est pas fructueux? Eh bien il faudra trouver la faille et la combler. Elle a comblé avec quoi? Du souvenir en plâtre et en carton mâché? Ses yeux s'écarquillent, il esquisse un mouvement de recul puis il reprend. Je comprends ce que tu dois ressentir, mais je veux vraiment t'aider. La porte coulisse, Dahlia Delame nous rejoint sur l'estrade devant les écrans de contrôle. Tout est prêt. Mademoiselle Delame, nous allons commencer. À vous de jouer. J'entre dans le caisson en verre, m'installe sur le siège incliné. Thomas me branche et m'administre une piqûre, je bois le liquide fluo. Il me laisse seul et ferme le sas. À l'intérieur, le verre brille d'un reflet argenté. On ne distingue rien de ce qui se passe dans le labo. Des sentiments contradictoires s'entrechoquent dans mon esprit. La confiance aveugle que je voue à Thomas et cet empressement à me précipiter dans la gueule du loup ne collent pas avec mes pressentiments. Les réponses obtenues par mes questions ne me satisfont pas. Pourtant je suis là, et le processus de substitution débute.
Dans moins de 6 heures, je me nommerai Loïc Fredonnec. Afin qu'après la mission, le Breton accepte de redevenir Daniel Giraudot, la vidéopreuve a été tournée hier soir de manière à ne laisser aucun doute sur son authenticité. Une idée de Thomas, encore une fois, une précaution essentielle. Le bruit d'une horloge cotonneuse commence à engourdir mes sens. Une note, un son, un parfum délicat me fait fermer les yeux. Derrière mes paupières, de douces couleurs se succèdent. Un doux ronron me berce. Je me sens détaché de mon corps. Daniel Giraudot s'endort.